Boa n'a pas conscience qu'il agit contre lui-même. Au Boa, il y a des enfants, je me suis renseigné, des enfants qui sont à l'étranger. Pourquoi il les met à l'étranger? Au Boa, il faut commencer à les pioter un peu pour comprendre qui est cet homme-là. Un criminel, il a déjà commis des crimes en tant que Cobra. Quand il parle au nom de sa source, il faut le dire. Euh, D'abord, en fait, ils sont en train Sassou lui-même, je crois que vous avez eu un brillant juriste qui est passé avec vous, Medigonga, qui disait que Sassou parle beaucoup de la force publique. Une manière de sortir un peu on appelle ça, l'entraînement. Qu'ils ne soient pas entraînés dans les crimes en disant que c'est la force publique qui a fait ces crimes. Parce que Sassou comme Boboa savent bien qu'ils vont venir devant une justice, fût-elle nationale ou internationale. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ils peuvent menacer comme ils le veulent. Mais la réalité va les rattraper. Donc, il ne faut pas qu'il arrive à se cacher derrière le fait que euh, si vous ruminez dans votre cœur, je ne serai pas dans votre cœur. Mais même dans votre parcelle, si vous faites du bruit et que le voisin se plaint, j'arriverai pour vous tuer. Et, mais même si vous étiez partant pour euh, La cette présidentielle, hein, mascarade, l'élection, le cette scrutin. mascarade, cette mascarade présidentielle, et que vous venez dénoncer dans la rue, mais vous et ceux qui vont vous écouter, nous allons venir vous tuer. C'est-à-dire que tous les droits, ce qu'on appelle les droits fondamentaux, tous les droits fondamentaux dans ce discours sont totalement bafoués par quelqu'un qui n'a pas statut à pouvoir énoncer ce qu'il énonce. Oui, mais Parce que, maître Dominique Coucou, le général là, Serge Oboa est quand même un général. Je suppose qu'il a été à l'école, qu'il a appris un certain nombre de choses. Il a appris aussi, je crois, une partie de droit, parce que là, ma question, c'est peut-être à lui que j'allais poser cette question. Est-ce que c'est quelqu'un qui est ignorant, totalement ignorant du droit, que la justice existe et qu'il est en train d'agir tel qu'il est en train de le faire, ou il obéirait à une logique politique bien planifiée de Denis Sassou Nguesso qui, sauf les naïfs hein, qui continuent à croire à autre chose, pour Denis Sassou Nguesso, le pouvoir, c'est au bout du fusil, au bout de la oui, violence. Est-ce que absolument. réellement le général Oboa ignore-t-il qu'il existe le droit, qu'il existe la justice? Je pense qu'il ne sait pas ce que c'est que la justice. Je pense qu'il est, c'est un des pires ignorants que le Congo ait pu produire. Vous pensez vraiment que c'est une ignorance ou bien il est conscient de tout ce qu'il fait? Ah non, non, quand je dis ignorant, ce n'est pas pour pouvoir l'excuser. Mais c'est-à-dire que il faut déjà que la graine de la justice soit en toi pour au moins avoir la crainte. La crainte. Parce que là, il est en position de pouvoir. Ils ont déifié Sassou, c'est-à-dire tout ce que Sassou dit, ils ont le sentiment que c'est ça qu'il faut pour le Congo. Non, c'est tout le contraire. Quel est Et ce c'est la question travail? que tout le monde se pose. Je vais m'intéresser ici à l'article 95 de la Constitution congolaise, 25 octobre 2015, même si c'est une constitution que les Congolais ne partagent pas puisqu'elle a été imposée par le sang, mais ceux qui l'ont imposée ne la respectent plus curieusement. Et donc cet article dispose que le président de la République est justiciable devant la haute cour de justice. La responsabilité pénale du président de la République peut être engagée en cas de manquement grave à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de sa haute fonction. Mais je suis également conscient qu'une plainte, par exemple, contre Denis Sassou Nguesso, et là, il faut que le Parlement se réunisse entre. Il se trouve que ce Parlement est acquis à ce régime, ils ne peuvent pas le faire, et même si on portait plainte contre Sassou, ça ne va pas prospérer. Alors, s'il faut vraiment les poursuivre, est-ce que cela est possible
de le faire dans des tribunaux internationaux directement. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de vous retrouver sur R7 avec moi sur ce plateau, Maître Dominique Nkonkou. Bonjour, Maître. Bonjour, Monsieur Christian. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous-même, comment vous allez? Ça va, par la grâce de Dieu, je vais très très bien. Merci de nous rejoindre sur R7 pour analyser le discours du général Serge Oboa qui a annoncé une répression brutale et sanglante à l'encontre de tout citoyen congolais qui envisagerait de contester les résultats du scrutin présidentiel de mars 2026. Plus inquiétant encore, il s'est adressé directement aux femmes congolaises, les mères des victimes innocentes des exécutions sommaires et systématiques entreprise, bien entendu, par son unité, la DGSP, qui depuis septembre dernier est en train d'exécuter systématiquement, sommairement et de manière extrajudiciaire, c'est-à-dire sans procès, des jeunes présumés délinquants. Des arrestations de personnes qui sont suspectées, vous venez de le dire, de crimes. Qu'est-ce qui pose problème là exactement? En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, toutes les personnes suspectées n'ont pas été forcément arrêtées. Il se trouve que plusieurs d'entre elles ont été directement exécutées et abattues donc en pleine rue, en plein jour. Sur les vidéos qui circulent, notamment sur TikTok, je le disais, il y a des dizaines d'entre elles montrent peu ou prou le même scénario. C'est une personne est en train de filmer, il y a une foule, elle se fraye un chemin à travers cette foule. Et il se trouve que cette foule est regroupée devant, pardonnez-moi pour les détails, mais devant un cadavre qui gît dans une mare de sang. On vous montrera évidemment pas les passages de ces vidéos qui montrent ces cadavres. Donc c'est complexe de localiser avec précision ces vidéos qui sont souvent filmées dans des quartiers périphériques que ne répertorient pas forcément bien les logiciels de cartographie. Mais ce qui est établi, parce qu'il y a des témoins, il y a des ONG et même les autorités en sous-main qui le reconnaissent, c'est que plusieurs de ces personnes qui ont été abattues sont des personnes qui étaient suspectées d'être des bébés noirs, d'être des koulounas, et qui se retrouvent donc abattues en pleine rue. Et leur cadavre est ensuite laissé dans l'espace public, sous les yeux d'enfants. Les veillées mortuaires ont été interdites. Enfin, tout ça participe quand même à la polémique. Un de nos observateurs a été témoin d'une de ces exécutions. Il a demandé de garder l'anonymat et je vous propose de lire quelques extraits de son témoignage. Il dit: j'ai vu une patrouille de la DGSP débarquer. Ils étaient une dizaine dans un pick-up, tous armés, certains avec des kalachnikovs, d'autres avaient d'autres mitraillettes. Ils étaient tous cagoulés. Ils se sont arrêtés devant une maison. Ils ont interpellé un jeune, l'ont sorti dans la rue, l'ont allongé par terre et lui ont mis une balle dans la tête. Un témoignage évidemment glaçant. Oui, pour le moins, et ce n'est pas le seul à témoigner de ce genre de pratique. Et ces accusations d'exécution sommaire, ce n'est pas les seules critiques par ailleurs qu'on peut entendre. Des SMS ont été adressés directement à la population pour les inciter à dénoncer toute personne qu'elle pouvait soupçonner d'être koulouna. Signaler des lieux d'habitation des koulounas, récompense 500 000 francs CFA. Pour un chef, ça fait plus de 760 €, c'est une somme considérable. 100 000 pour un koulouna, soit environ 150 €. Donc ça aussi, cette invitation à la délation fait polémique. Et par ailleurs, il y a plusieurs Congolais qui disent sur les réseaux sociaux, et c'était également le cas de notre observateur, que la DGSP, donc cette unité d'élite qui est en charge de cette opération, a tendance à cibler des personnes qui portent des tatouages et des dreadlocks. Ça serait des signes distinctifs des membres de gangs. Et donc les personnes qui sont tatouées ont des dreadlocks disent clairement qu'elles ont peur d'être interpellées pour délit de faciès en quelque sorte. Il a délivré donc un message glaçant à ces mères éplorées leur sédition que si elles osaient manifester à nouveau, elles connaîtront le même sort tragique que leurs enfants. Je vous propose de l'écouter. Vous les parents des innocents, revendiquez dans les parcelles. C'est dans la rue, la loi s'appliquera sur vous. Faites vos marches dans vos parcelles, tournez les parcelles avec les pancartes, déjà c'est pas à libérer. Dans la rue, nous allons vous traquer. Vous êtes des complices, des bandits, comme vos enfants. Nous tenons à vous le dire solennellement. Ceux dont nous allons interpeller subiront la force de la loi.
sans état d'âme. Quel sera votre rang, votre qualité? Vous formez enfants innocents. Gardez-les dans les maisons, les innocents. Nous savons de quoi on parle. Nous avons des preuves. C'est eux-mêmes qui déclarent. Ils le font sans gêne, sans scrupule. Voilà, maître Dominique Nkunku, un général qui a l'audace de menacer de mort les femmes congolaises. Les mères, comme je l'ai dit tout à l'heure, les familles endeuillées, qui ne réclament pourtant que justice pour leurs enfants, parfois innocents, enlevés et tués sans jugement. Quel commentaire cela vous inspire? D'abord, il faudrait analyser ce qu'est la DGSP. Parce qu'en réalité, la DGSP, ce n'est qu'une mutation formelle et informelle des cobras. Parce que il faut bien poser le problème si l'on veut arriver à un raisonnement qui édifie hommes et femmes. Sassou a eu une milice depuis longtemps. Cette milice, elle a commise elle a commis beaucoup d'exactions, même des crimes, et particulièrement dans la région qui nous intéresse aussi, c'est la région du Pôle. Une fois qu'on a compris qu'il s'agit là uniquement Maître Dominique Nkunku, dans la région du Pôle, les crimes, les exactions, les crimes contre l'humanité, dont vous avez écrit d'ailleurs un livre là-dessus, je crois. Est-ce qu'on peut évidemment d'abord rappeler à nos téléspectateurs, parce que ceux qui nous suivent ne sont pas forcément congolais, c'est vrai que nous sommes suivis par des Congolais, mais aussi à travers le monde. Est-ce qu'on peut, en quelques mots, revenir sur ce qu'étaient ces milices, en fait, les cobras, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Oui. Les cobras, ça a été le bras armé, mais hyper armé, par rapport à une population paisible, une population qui ne cherchait rien d'autre qu'à vivre. Donc ces cobras sont intervenus, ils ont empoisonné les eaux, mais les eaux qui sont consommées par la population, d'où une série de morts. La plupart des morts, d'ailleurs, mouraient avec le ventre gonflé du fait de ce poison. Ils ont coupé les arbres fruitiers. Ils ont pourchassé toute une population qui vivait là et qui, jusqu'à présent, vit en forêt. Jusqu'à présent, il n'y a pas longtemps, j'ai cité mon ami qui malheureusement nous a quittés, qui était un des grands ambassadeurs du Congo à Genève, qui disait qu'il a ses propres parents qui ne vivent qu'en forêt. Donc, ça dit que c'est une vie une dénaturation totale de la vie des Congolais. Et, il y en a qui sont dévorés par les bêtes, il y en a qui sont des femmes qui ont été violées, qui haïssent leurs enfants. Enfin voilà, il y a ce que le droit international appelle le génocide, je pense qu'on y reviendra, c'est totalement accompli avec la force des cobras. Pardon, pendant que vous le dites, sur ce même plateau, nous avons reçu un invité, c'est
Michel Nsango qui nous parlait des charniers qui existeraient dans le pôle, plusieurs charniers, c'est-à-dire là où on a enterré des personnes, des familles entières qu'on était en train d'exécuter par ces cobras qui sont en fait une milice, comme vous l'avez dit tout à l'heure, privée de Denis Sassou Nguesso, qu'il a utilisé pour reprendre le pouvoir par coup d'État militaire. Et ce qui, évidemment, est curieux aujourd'hui, c'est de voir que un de ces cobras qui est toujours proche de Denis Sassou Nguesso, on le voit même sur les images lors du coup d'État militaire de 1997, Serge Oboa. Et c'est lui qui aujourd'hui est à la tête de cette unité DGSP, la Direction générale de la sécurité présidentielle, qui est en train d'exécuter les jeunes froidement, sans procès. Oui, oui, mais d'abord, je salue M. Sangou, c'est un courage énorme qu'il a eu de pouvoir prendre une telle position. C'est une position réaliste, politique, et puis c'est une position aussi qui vient dire publiquement ce que l'on veut cacher, ce que l'on ne veut pas dire. L'existence des charniers, Sassou avait même diffusé un communiqué dans lequel il appelait les gens qui conduisaient les délégations internationales de ne pas les conduire vers des gens qui dénoncent ces charniers, mais aussi vers ces charniers supposés. Quand j'avais écrit le livre Le sang et l'or du génocide, j'avais fait une conférence à Bruxelles, pardon, à Genève, et ils avaient envoyé des gens. Ils avaient envoyé, je crois, plus de 100 personnes de la délégation congolaise. 100 personnes qui étaient parfois des ministres, qui étaient des directeurs de cabinet. Et le but était arriver à dire que Kunku, ce qu'il dénonçait, n'était pas vrai. Or, malheureusement, non seulement maintenant nous assistons à cette réalisation véritable du plan Moïbara, mais également nous sommes dans la situation où la délégation, l'ONU avait demandé de pouvoir envoyer des émissaires pour venir enquêter. Mais il fallait pour cela l'accord du Congo. C'est vrai que c'est une disposition que je dénonce, parce que si vous voulez aller enquêter dans un pays qui pratique le génocide à ciel ouvert, vous n'allez pas demander qu'on appelle ça l'autorisation au bourreau. Voilà, bourreau. Donc c'est pour dire que le Congo, enfin, moi, évidemment. je dis bourreau parce qu'après, on va me le reprocher. Non, mais je me réfère bien sûr à son discours en septembre dernier. Lui-même a reconnu qu'il avait envoyé voilà, son unité, la DGSP, dans le pôle. Et il dit même avec succès. Donc, les opérations qu'il avait ordonnées avec succès. Et tout le monde sait que c'était un génocide. C'est ce qu'on est en train de décrire ici. Donc, on peut supposer que c'est un bourreau, Denis Sassou Nguesso. Non, mais il n'y a même pas à avoir peur d'utiliser le terme bourreau, parce que je dirais c'est la qualification la plus élémentaire. Et par là, c'est plutôt la commission des crimes qui est vraiment une chose récurrente à ce pouvoir. Mais je voudrais revenir à votre... à la question. Oui, non, c'est surtout ce que vous avez diffusé par rapport aux femmes. Oui, les femmes qui sont menacées de mort par Serge Oboa qui dit si vous manifestez encore pour dénoncer évidemment ces crimes, voilà, vous serez traités comme ces Koulouna. Et il faudrait noter que c'est la première fois, à moins que je me trompe, que les femmes se lèvent. Les femmes se lèvent depuis que ce pouvoir existe. Les femmes ont jusqu'à présent été très, très complaisantes. Et moi, j'avais mis dans un mot que je diffuse parfois hebdomadairement, j'avais dit que ce qui manque au Congo, c'est la révolte des femmes. Et je crois que si Oboa s'attaque directement aux femmes, ça signifie qu'ils ont peur. Et si les femmes vraiment se lèvent résolument et attaquent ce pouvoir est fragilisé. Parce que jusqu'à présent, ce pouvoir a utilisé les femmes sous le mot de la complaisance, sous le mot de la séduction. C'est-à-dire que la femme n'est là que, comme on dit, pour sa chair. Comme objet.
Voilà, voilà, objet sexuel. Or là, c'est les femmes en colère, qui ne veulent plus qu'on les voit uniquement comme des objets sexuels, mais qui puissent dire, bah, écoutez, vous avez tué nos enfants, dites-nous au moins pourquoi vous les avez tués. Et je crois que hier soir, je suivais cette communication de Goa, il y a un élément qui, 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 qui révolte tout juriste sérieux. Vous savez ce qu'il a dit? Ils ont poursuivi les enfants sur la base du renseignement. Vous écouterez cela, mais Tout à fait, il a déclaré, et d'ailleurs, on va le proposer aussi à nos téléspectateurs. Suivez. Nous traquons les bandits sur la base du renseignement. Nous ne prenons pas n'importe qui. Nous avons les renseignements. Nous avons les moyens humains. Nous avons les moyens matériels pour traquer les bandits. C'est ce que nous faisons. Donc vos enfants innocents, demandez-leur de rester à la maison. Vos enfants innocents, vos enfants sont toujours innocents. voilà, sur la base du renseignement. Mais le renseignement, c'est peut-être de l'ordre de la police. Mais on prend une décision, c'est une décision qui on amène à ce que la vie soit mise en cause, soit mise en danger, mais même soit éliminée de la surface de la Terre. Ça devient du judiciaire. Et c'est là la question, pardon maître, est-ce que les renseignements suffiraient pour faire condamner quelqu'un sans passer par un procès équitable, bien entendu? Bien entendu, non. Non, jamais, jamais. Il est important de noter que le renseignement fait partie de toute la partie de la procédure, hein, de toute la partie justement de recueillir les informations qui amènent à une appréciation plus froide de la justice, en l'occurrence, qui permet au procureur de pouvoir dire si oui ou non il y a lieu à poursuivre. Et si on doit poursuivre, maintenant, il y a les procès qui permettent de déterminer ou de qualifier les actes commis par rapport à la loi. Qui probablement aussi de requalifier le crime si seulement la personne était coupable, mais on peut aussi requalifier, pourquoi pas, ça arrive. Et tout ça, c'est la justice qui le fait. Et ça, c'est l'appareil judiciaire. C'est pour cela qu'un pays véritablement démocratique ne peut pas permettre à un petit agent comme Oboa de pouvoir menacer tout le monde. En fait, c'est une série de menaces. Mais je voudrais vraiment encourager, si vous me permettez, M. Perrin, les femmes à entrer, pas de se faire tuer, c'est pas ce que je veux dire. Je dis d'entrer dans cette révolte. Parce que, comme on dit souvent, c'est quand même les mères qui nous portent pendant le temps qu'il faut, pendant 9 mois ou moins, mais c'est elles qui nous portent. Oui, la femme, c'est, comme qui dirait, pardon maître, c'est la mère de la nature, c'est-à-dire la mère de l'humanité. Mais dans le même sens, il a semblé dire, il a déclaré, c'est ce que moi j'ai entendu, il dit qu'ils ont des renseignements et ils savent ce qu'ils font. Ces jeunes sont coupables parce que nous avons tous les éléments et nous avons des preuves. Alors, des preuves qui ne passent pas devant le tribunal, est-ce qu'on peut les considérer? Oui, mais justement, c'est ça qui est le problème, parce que eux, ils sont une force de police. Et quand ils disent qu'ils ont des preuves, les preuves sont toujours examinées en charge et en décharge. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui dit que ces jeunes, si on ne les avait pas froidement abattus comme du gibier, ces hommes, parce qu'il y en a parfois qui sont assez mûrs, si ces enfants n'avaient pas porté de contre-preuves. On dit que j'ai été attrapé en train de tenir une arme, et ainsi de suite, mais je ne sais même pas tirer une arme. Un exemple. Vous voyez, on dit que j'étais dans un groupe, alors que souvent, on a vu, on les a tirés du sommeil. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a le minimum, c'est quand même du minimum de ce qu'on peut appeler
l'information judiciaire. Il faudrait qu'on arrive à rassembler suffisamment d'éléments de telle façon que qu'une sentence soit prononcée, pas par un gueux, pardonnez-moi l'expression, mais ce qu'ils font est tellement grave, un gueux comme Bois faire, mais par une véritable enquête. Pourquoi on garde les gens, même quand il est question de les exécuter par la suite, on garde les gens pour pouvoir rassembler suffisamment de preuves. Et on garde les gens aussi pour qu'il y ait une décision froide. Vous voyez, c'est pas, on l'a vu, il est en train de tuer quelqu'un, donc, oui, pourquoi il a tué quelqu'un? Est-ce qu'il a vraiment tué quelqu'un? Est-ce qu'on a les éléments irréfragables qui permettent de dire que oui, c'est lui qui était là? Est-ce que c'était pas quelqu'un? Voilà, est-ce que ça n'a pas été monté? Dans le cas d'espèce, tout est monté. Et justement, c'est quelque chose de très grave. Et je voudrais attirer la Oui, communauté très grave parce internationale. que, maître, il a dit aussi qu'il y a des jeunes qui auraient avoué, selon lui-même, que Ngana Bomaki Kaka Mibale ou Misatomine, en fait, en français, il n'a tué que 2, 3 personnes. C'est lui, Serge Bois, qui le dit. Mais après, on se posera quand même la question si ce ne sont pas là des aveux arrachés sous la pression et l'intimidation des armes où les jeunes se disent bah, je suis obligé d'accepter tout, probablement, ou peut-être qu'on peut me libérer. Oui, 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 mais vous avez tout à fait raison. Mais d'un autre côté, venons de la même source. Qui dit que nous avons arrêté, tué froidement ces jeunes à partir des renseignements qu'on a eus? Et c'est normal que lorsque ces renseignements, des fameux renseignements, sont mis à mal, sont critiqués, y compris par des mamans qui descendent dans la rue. C'est normal qu'ils cherchent ce qu'on appelle l'autoprotection, c'est-à-dire qu'ils viennent protéger en disant, mais ils ont eux-mêmes avoué, mais qui c'est qui a avoué, qui était là, qui était témoin, vous voyez, qui a avoué? Qui a avoué? Et en fait, et au nom de qui? Au nom de quoi? Et devant qui? Quel témoin? Parfois même, c'est eux qui peuvent dire, mais, ceux qui l'ont miné, on peut te libérer. Donc, si tu as dit, je n'ai tué que, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. La plupart ce qu'on leur reproche, ce que moi aussi j'ai reproché, le fait de tuer c'est pas à la mitraillette, hein, avec des coupes-coupes, des choses comme ça, de tuer quelqu'un, c'est pas dans un lieu caché. Ils étaient au moins en groupe. Est-ce qu'on a rassemblé ce groupe-là? Est-ce qu'on a interrogé ce groupe? C'est-à-dire que le Congo devient un pays dangereux. Le Congo est vraiment un pays dangereux. J'avais déjà dit qu'il était en danger, mais maintenant il est devenu dangereux. Parce que ceux qui ont le pouvoir, ou ceux qui pensent avoir le pouvoir, euh, l'exécutent contre le citoyen. Et dans ce que vous avez énuméré comme les personnes visées par Oboa, on voit les mamans, on voit les jeunes, on voit les hommes politiques qui vont dénoncer le pouvoir. On voit le fait que ces hommes politiques, surtout s'ils ont perdu, je sais que tous vont perdre, euh, quand ils vont perdre, il y aura forcément des revendications. Mais ces revendications ne peuvent pas être même présentées publiquement. Or, le premier, je dirais, votant, le premier souverain du Congo, ce sont quand même les Congolais. Quand on dit que vous avez l'amertume, je reviens sur les mamans, on dit si vous êtes en colère, soyez-le dans votre cœur. Voilà, ruminez ça au fond de vous, mais ne l'exprimez pas en public. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de détruire simplement ce qu'on appelle un état de droit. Boa n'a pas conscience qu'il agit contre lui-même. Au Boa, il y a des enfants, je me suis renseigné, des enfants qui sont à l'étranger. Pourquoi il les met à l'étranger? Au Boa, il faut commencer à les dépioter un peu pour comprendre qui est cet homme-là. Un criminel, il a déjà commis des crimes en tant que Cobra. Quand il parle au nom de sa source, il faut le dire,
D'abord, en fait, ils sont en train Sassou lui-même, je crois que vous avez eu un brillant juriste qui est passé avec vous, Maître Ganga, qui disait que Sassou parle beaucoup de la force publique. Une manière de sortir un peu on appelle ça, l'entraînement. Qu'ils ne soient pas entraînés dans les crimes en disant que c'est la force publique qui a fait ces crimes. Parce que Sassou comme Boboa savent bien qu'ils vont venir devant une justice, fût-elle nationale ou internationale. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ils peuvent menacer comme ils le veulent. Mais la réalité va les rattraper. Donc, il ne faut pas qu'il arrive à se cacher derrière le fait que si vous ruminez dans votre cœur, je ne serai pas dans votre cœur. Mais même dans votre parcelle, si vous faites du bruit et que le voisin se plaint, j'arriverai pour vous tuer. Mais même si vous étiez partant pour La cette mascarade, présidentielle, l'élection, le scrutin. cette mascarade présidentielle, et que vous venez dénoncer dans la rue, mais vous et ceux qui vont vous écouter, nous allons venir vous tuer. C'est-à-dire que tous les droits, ce qu'on appelle les droits fondamentaux, tous les droits fondamentaux dans ce discours sont totalement bafoués par quelqu'un qui n'a pas statut à pouvoir énoncer ce qu'il énonce. Oui, mais Parce que, maître Dominique Coucou, le général Serge Oboa est quand même un général. Je suppose qu'il a été à l'école, qu'il a appris un certain nombre de choses. Il a appris aussi, je crois, une partie de droit, parce que là, ma question, c'est peut-être à lui que j'allais poser cette question. Est-ce que c'est quelqu'un qui est ignorant, totalement ignorant du droit, que la justice existe, et qu'il est en train d'agir tel qu'il est en train de le faire, ou il obéirait à une logique politique bien planifiée de Denis Sassou Nguesso qui, sauf les naïfs qui continuent à croire à autre chose, pour Denis Sassou Nguesso, le pouvoir, c'est au bout du fusil, au bout de la oui, violence. Est-ce que absolument. réellement le général Oboa ignore-t-il qu'il existe le droit, qu'il existe la justice? Je pense qu'il ne sait pas ce que c'est que la justice. Je pense qu'il est... c'est un des pires ignorants que le Congo ait pu produire. Vous pensez vraiment que c'est une ignorance ou bien il est conscient de tout ce qu'il fait? Ah non, non, quand je dis ignorant, ce n'est pas pour pouvoir l'excuser. Mais c'est-à-dire que il faut déjà que la graine de la justice soit en toi pour au moins avoir la crainte. La crainte. Parce que là, il est en position de pouvoir. Ils ont déifié Sassou. C'est-à-dire tout ce que Sassou dit, ils ont le sentiment que c'est ça qu'il faut pour le Congo. Non, c'est tout le contraire. Sinon, il n'y aurait pas des gens qui auraient décrié Sassou depuis fort longtemps. Sassou a fonctionné avec la même logique, il faudrait le savoir. Avec la même logique. Quand on créait les fameux coups d'État, le président n'est pas là, mais nous, on a fait ceci. Et quand on l'a photographié en train de marcher sur le cadavre de Kinganga, en fait, toutes ces choses-là sont en mémoire. Donc, c'est un fonctionnement, disons, de l'arbitraire. C'est-à-dire que j'ai le pouvoir de mon côté, donc je peux faire ce que je veux. Je peux dire ce que je veux. C'est ce que j'appelais l'ignorance. C'est-à-dire que c'est l'ignorance du droit de l'autre. L'autre sur lequel Sassou a posé son pied et son arme une fois tué, même les morts ont encore des droits. Et cette logique, c'est la même logique. À moindre échelle, on appellerait cela le banditisme. Mais c'est la logique criminelle. Ce n'est même pas... Mais lorsqu'on essaie de voir évidemment ces événements en fonction de la légitimité du droit, parce que j'ai entendu dire le Premier ministre qui parle et qui évoquait en fait la légitimité de l'État d'utiliser la force. Est-ce que dans le cas d'espèce, on peut parler d'une légitimité de l'État d'utiliser la force contre des civils? Oui, je pense que Makosso faisait référence à Max
Max Weber, qui a défini l'État dans une sorte de légitimité d'utiliser la force. Mais il dit bien, c'est bien l'État. Ça signifie que dans l'État, il y a aussi la force, l'institution judiciaire. Donc, cela ne signifie pas des exécutions sommaires. C'est-à-dire que le problème qu'il a, c'est que même avant qu'il soit Premier ministre, je l'ai vu, je l'ai combattu dans l'histoire du génocide de Lari, quand il disait que c'est un génocide imaginaire. C'est vraiment un courtisan de la politique qui tente de faire en sorte qu'il soit apprécié. C'est ça le problème, tu savais, que ça sous les gens deviennent idiots, coefficient 105. C'est-à-dire qu'ils sont là en train de légitimer un pouvoir qui va tomber sur eux. C'est des négationnistes, ces gens-là. Il n'y a pas de légitimité d'un État qui n'existe pas en tant qu'État. Parce que l'État, au niveau intellectuel de la communauté internationale, a quand même des éléments de référence. Et une des raisons de l'existence de l'État, c'est de garantir les droits, c'est de garantir la vie des hommes et des femmes et de la protéger. Or là, qu'est-ce qu'il a fait? Sur la base de renseignements, je suis allé attraper l'enfant de Christian Pera, je l'ai tué. Et c'est suffisant. Pour lui, c'est suffisant. Non, c'est pas suffisant. Vous avez tué un citoyen. Il doit être jugé. Et là-dessus, souvent, d'ailleurs, je m'interroge. Mais il y a un procureur, puisqu'il y a un procureur général. Quel est son travail? Et c'est la question que tout le monde se pose. Je vais m'intéresser ici à l'article 95 de la Constitution congolaise, 25 octobre 2015, même si c'est une constitution que les Congolais ne partagent pas puisqu'elle a été imposée par le sang, mais ceux qui l'ont imposée ne la respectent plus curieusement. Et donc cet article dispose que le président de la République est justiciable devant la haute cour de justice. La responsabilité pénale du président de la République peut être engagée en cas de manquement grave à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de sa haute fonction. Mais je suis également conscient qu'une plainte, par exemple, contre Denis Sassou Nguesso, et là, il faut que le Parlement se réunisse entre. Il se trouve que ce Parlement est acquis à ce régime, ils ne peuvent pas le faire, et même si on portait plainte contre Sassou, ça ne va pas prospérer. Alors, s'il faut vraiment les poursuivre, est-ce que cela est possible de le faire dans des tribunaux internationaux, directement? Je pense que oui. Je pense que oui. Il faudrait, justement, c'est là l'illusion. Une des lois que la loi internationale, que la communauté internationale ait adoptée jusqu'à présent, c'est le crime contre qui aboutit au génocide. Et c'est d'autant important que même un président de l'exercice peut être arrêté sur ce fondement. C'est vrai que les États africains et les Noirs, de manière générale, ont dénoncé cette propension à envoyer à la CPI uniquement des dirigeants africains. Dirigeants africains, on l'a fait de manière très très injuste pour le président Gbagbo, que je salue, que j'aime beaucoup. Mais décrier ou même dénoncer la loi pénale qui a institué la CPI ne signifie pas du tout que la CPI n'est pas opérationnelle. Jusqu'à présent, la CPI existe. Et donc, dans le cas de Sassou, même un exercice, même couvert par cet article 95 et tout ce qu'on veut, il y a la possibilité que la CPI puisse l'arrêter. Évidemment, il le sait, il a corrompu telle personne, tel fonctionnaire, tel ainsi de suite. Mais il reste que la loi, elle est dure, mais c'est la loi.
la loi internationale est en mesure d'arrêter Sassou. Et d'ailleurs, Sassou le sait. Dans le livre Le génocide de Larry, j'ai retracé un discours de son, comment dire ça, de son valet, celui qui est le président de l'Assemblée nationale, je crois, actuellement. Il est allé faire à l'anniversaire de la CPI, et dans ses discours, et le fait qu'il dénonçait la CPI, et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais je dis cela, on peut parler de Bachar, on peut parler de telle personne, mais moi je parle de Sassou. Ça signifie que il disait clairement que Sassou a peur. Sassou a peur de ce tribunal. Oui, mais en dehors de Sassou Nguesso qui jouit encore, je vais mettre entre guillemets, de l'immunité présidentielle, il a ses complices. Aujourd'hui, on parle de Serge Boa qui doit avoir aussi des parents, je crois, à l'étranger. Est-ce que cela ne pourrait pas ouvrir une voie à des plaintes, par exemple, au niveau de l'étranger? Et les autres complices aussi, bien sûr, parce qu'ils sont nombreux là. Et puis, parfois, ce qu'on ne sait pas, et ce qu'eux-mêmes ne soupçonnent pas, c'est que beaucoup de personnes qui travaillent au Congo, qui sont ministres, qui sont directeurs de cabinet, ou qui sont généraux comme Bois, ont des nationalités étrangères. Alors, voilà, par exemple, oui. Et parmi ces personnes, j'ai demandé à la commission que j'ai appelée la commission génocide, de pouvoir enquêter sur ces personnes-là. Mais je crois que ce que j'ai déjà reçu comme information, c'est que la plupart, les 3/4, quand ils viennent au pouvoir, ils se battent pour avoir, pour le cas des Congolais, pour avoir la nationalité française. Et cela est donc suffisant pour commencer à porter plainte, c'est-à-dire à constituer les dossiers. Bien entendu, dans ce cas-là, ce n'est pas un Congolais Ces gens se mettent dans la nasse eux-mêmes. Parce qu'ils sont au pouvoir, ils ont la nationalité étrangère, et donc, on me dira, parce qu'il y a même une loi en France, il y a même une loi qui condamne les Français qui vont commettre des crimes à l'étranger. Ça devient comme des criminels à l'étranger. C'est-à-dire que souvent, les gens chez nous, c'est un peu, comme on dit, fête in a fête. C'est-à-dire qu'ils passent leur vie à s'imaginer au pouvoir de manière indéfinie, mais les actes politiques qu'ils posent ne sont pas des actes responsables. Par exemple, au Bois, quand il dit ceux qui vont faire du bruit dans la rue, ils ont affaire à moi, à nous, ou il ne dit pas que c'est à moi, mais en réalité, c'est lui-même, il s'expose lui-même. Et plus grave, j'approfondis votre question, c'est de dire que même le fait d'avoir une résidence à l'étranger, qui est le cas de Bois, même le fait d'avoir des résidences à l'étranger, au nom de cette installation étrangère, les personnes peuvent être poursuivies. Ils doivent l'être d'ailleurs. Ils doivent l'être. Moi, j'appelle maintenant les Congolais à une agressivité judiciaire. Parce que il faut que nous puissions rentrer dans une sorte de conscience judiciaire. Il faut que nous puissions dire que le pays est passé d'un pays en danger, mais un pays dangereux. Donc il faut le combattre. Il faut combattre ceux qui ont rendu dangereux ce pays. Il faudrait combattre ceux qui se croient protégés par une sorte de constitution. Il n'y a aucune légitimité, cette constitution, par rapport à l'ampleur qu'a pris la loi juridique internationale. Le Congo n'est pas une sorte de niche qui est inaccessible aux revendications véritablement judiciaires. Rien que cette phrase, pourquoi elle m'a choqué, moi j'ai une conscience de juriste, une conscience extrême de juriste. Et quand il dit que nous tuons sur la base des renseignements, mais c'est grave.
Mais parce qu'évidemment, ils ont beaucoup tué, beaucoup des jeunes sont en train d'être tués au Congo. Et là, ça ne s'arrête pas là. Curieusement, il a l'audace de venir encore menacer les Congolais de représailles. Et donc, j'imagine qu'il y aura une répression sanglante d'ici là, donc en mars 2026. Et là, je ne sais pas comment s'y prendre, mais je suivais, je crois, c'est Donald Trump qui s'adressait aux Vénézuéliens pour dire, non, plutôt aux Iraniens pour dire s'il y a la contestation, ceux qui vont se livrer à cela, c'est-à-dire auteurs de ces crimes, de cette répression, seront poursuivis. Est-ce qu'au Congo, par exemple, puisque là, nous nous acheminons vers mars 2026, à la vérité, c'est qu'il y aura cette contestation. Les Congolais vont contester ces résultats. Déjà là, ça s'annonce très mal. La sortie de Serge Oboa annonce beaucoup de choses. En fait, il est venu dire aux Congolais que nous avons déjà, voilà, nos résultats. Nous allons les publier, les déclarer. Pensez ce que vous voulez, mais gardez votre silence. Boudez chez vous. N'allez pas dans la rue. Et parce qu'il sait qu'il y aura tricherie. Donc, il est en train de préparer mentalement les Congolais à ce nouveau passage en force de Denis Sassou Nguesso, où les résultats sont déjà connus. Mais est-il que les Congolais aussi ne se laisseront pas faire? J'imagine. Oui. Ils ne se laisseront pas faire cette fois-ci. Et là, Oboa prend le devant pour dire « je vous attends ». Et donc, il va déployer évidemment ses armes, ses chars pour frapper sur les Congolais. Mais est-ce qu'à ce moment-là, comment prévenir tout ça? Mais j'ai envie à la fois de vous féliciter, monsieur Perrin, mais aussi de vous faire prendre conscience de la dimension internationale que vous avez. Parce que quand on est, comme on dit, toujours au feu de l'action, on ne mesure pas à quel point l'international vous écoute. Vous avez un rôle très important, monsieur Perrin. Je vous suis depuis fort longtemps on se connaît, mais vous avez toujours eu le courage de la parole. Il faut choisir avant mars les gens que vous invitez de telle façon que ces gens puissent avoir une prégnance au niveau international. Et quand vous faites chaque émission, vous transmettez à l'international de l'information. Et je crois que dans le cas du Congo, ce qui se passe, c'est que les gens ont toujours été appauvris. Mais Sassou achète les armes et tout ça avec quoi? Avec l'argent du Congo. Sassou est venu pauvre au pouvoir, c'est pour ça qu'il a utilisé la force. Après, il a été soutenu par Elf, par tout Total, tout ce qu'on connaît. Mais cet argent, c'est l'argent des Congolais. Et je crois que s'il y a, bien avant qu'on arrive déjà à mars 26, s'il y a des contestations dont vous vous rendez compte, s'il y a une organisation interne des mamans, et que les organismes internationaux des droits des femmes sont en relais par rapport à ces informations-là, vous verrez que nous, on pense toujours, on a le sentiment que le Congo n'est qu'une affaire des Congolais. C'est pas vrai. Sassou a peur. Chaque fois que j'ai mis en place une procédure, mais il ne s'attend pas à celle qui va venir maintenant, Sassou a peur de la justice. Et ce n'est pas les petits juges qui les grondent au Congo, mais c'est des grands juges. La communauté internationale. Dominique, est-ce que le fait que Serge Oboa s'en prenne aux femmes, des mamans, en plus c'est des mamans, c'est des mères de famille, qui sont inoffensives en plus, qui n'ont fait que marcher, exiger la justice, que la justice soit dite comme qui dirait, que justice soit faite.
Là, ça fait trembler Serge Oboa. Et moi, ce que je n'ai pas compris, c'est quand même un général qui tremble devant une frange des femmes qui ont marché, qui veut que justice soit faite. Est-ce que ce n'est pas, j'allais dire, au fond, la crainte, la peur de se dire, si je laisse continuer à manifester les femmes, les mamans, qu'on peut penser inoffensives, cet exemple risquerait d'être suivi par les jeunes qui se diraient, mais tiens, mais si les mamans arrivent à manifester, à marcher, pourquoi est-ce que nous, les jeunes, nous ne le serons pas capables? Pour des raisons que nous sommes en train d'évoquer ici. Est-ce qu'on peut penser que c'est ce qui a poussé finalement Serge Boa à hausser le ton contre les... Bon, les femmes, c'est vrai, c'est la mère nature, mais une femme est fragile. Comment un général peut-il s'en prendre aux femmes à ce point-là? Mais justement, le discours, s'il faut l'analyser dans sa psychologie, le discours de Boa et le discours de Sassou. Et le discours de Sassou et Boa n'est rien d'autre qu'un discours de la peur. En fait, ils veulent terrifier c'est comme quelqu'un qui veut terrifier une ombre. Mais c'est sa propre ombre. C'est eux qui sont dans la terreur. Ce ne sont pas les Congolais. Il faut mettre la focale sur ces femmes. Il faut approcher ces femmes. Moi, je demande à l'ordre, vraiment au niveau international. J'appelle à la solidarité des femmes du monde. Des femmes du monde. Que ces femmes entrent en relation avec ces mamans éplorées. C'est quand même cela qu'il faut dire. Et qu'elles puissent mettre leur logistique. Parce que les femmes dans le monde ne sont plus comme il y a 10 ans, 20 ans. Elles sont organisées. Elles sont organisées. Et les femmes dans le monde sont plus organisées que les hommes dans le monde. Ils savent se reconnaître victimes. Et si ces femmes, envers qui j'adresse cette doléance, je demande vraiment aux femmes du monde entier de venir au soutien des femmes du Congo. Et je sais que ma voix est entendue. Et dans le même temps, je voulais dire aussi qu'au Congo, il y a eu un ministère de, je crois, de la promotion de la femme qui est restée silencieuse, celle-là qui est à la tête de ce ministère. Elle est silencieuse malgré ces menaces qu'on a proférées à l'encontre des mères de famille qui pleurent leurs enfants. Sans état d'âme. Mais c'est pour cela, M. Perrin, rappelez-vous, j'ai dit que jusqu'à présent, la femme était prise sous la dimension séductrice. C'est-à-dire que cette ministre que je ne connais pas, bon, elle peut réagir, elle a le droit, c'est ça. Moi, je dirais qu'elle ne fait pas son travail. Mais l'acte qui a été posé par les femmes est un acte grave. Et le pouvoir sait que c'est par cet acte-là, que ce pouvoir va être démoli, va perdre son poids au niveau international. Et s'il perd son poids au niveau international, or ça soit construit sa relation avec l'international à partir de notre argent, à partir de l'argent du Congo, par la corruption. Je connais un confrère avocat, je ne dirai pas son nom, qui disait que chaque fois que sa source se déplaçait, il avait ce qu'on appelle le sac à argent. C'est-à-dire qu'il venait aux réunions en France, hein, c'est pas au Congo. Il avait toujours beaucoup d'argent. Donc, quand il discutait avec les gens, il met la main. C'est sa force à lui de négociation, de corruption pour. Voilà, il utilise l'argent pour. Rompre, acheter le silence de tout le monde. Exactement. Mais sauf qu'à un moment donné, non seulement ça devient dégoûtant, mais également, surtout quand j'insiste beaucoup, je suis content que cette réunion des femmes ait pu avoir lieu.
Et je sais qu'ils ne feront rien s'ils recommencent, surtout s'ils recommencent avec les stratégies actuelles. Au niveau international, vous savez que maintenant, on peut diffuser des images par l'IA qui vont être accueillies internationalement. Je sais que parmi les femmes qui ont osé se mettre debout, c'est les femmes qu'on ne peut plus arrêter. Les larmes qu'elles ont à l'intérieur d'elles, elles savent que... De toute façon, elles n'ont plus rien à perdre. Elles ont perdu ce qu'elles avaient de plus cher. Un enfant. Bien sûr, bien sûr. Bouboumi Mouanananga, mais ça signifie quoi? Vous avez tout tué de moi. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. Et je ne serais pas étonné qu'un jour on voit des femmes même se promener nues, dénoncer des choses nues. Parce que on a fait. C'est une république de la démesure maintenant. Congo, c'est une république de la démesure. On va tuer les enfants sur la base des renseignements. On les tue, on les laisse le cadavre chez les parents. On vient le reprendre après, une fois qu'on a fait la transaction. Parfois, ils vont avec les cadavres et les font disparaître comme ça. Je ne sais pas. Tout Ben ça, c'est pour effacer les traces. Justement, plus que les traces, monsieur. Parce que j'ai écrit un livre qui je ne sais pas s'il est connu au Congo, mais en tout cas, qui est en train de faire trembler la France. C'est ce que j'appelle l'affaire Kabyle. C'est une affaire de trafic. L'affaire Kabyle, oui. Oui, et c'est une affaire qui est bientôt, je crois que, s'il plaît à Dieu, le Parlement va se prononcer là-dessus, le Parlement français, parce qu'on a dénaturé carrément la loi française. Et Sassou, il ne le sait peut-être pas, mais il est cité parmi les gens qui pratiquent internationalement le trafic des organes. Quand on fait ces guerres, mais pourquoi ces guerres on les fait? C'est pas seulement pour aller tuer les laris, ainsi de suite. Hein. Mais aussi c'est pour vendre. Parce que ces cadavres, on les prend, ils vont où? Ils disparaissent pour aller où? Le Congo, c'est devenu un pays, j'ai dit, dangereux. Ce que j'ai dit là, les Congolais, ils sont peut-être pas au fait des informations. Et moi, je n'avais pas encore vu cet aspect de choses, c'est-à-dire, parce qu'après, je me posais la question, mais comment se fait-il que si c'est une lutte contre le banditisme, ben voilà, vous assassinez des jeunes sans procès, sur la base des renseignements, comme il a dit lui-même, sont passés par un tribunal, vous profanez ces corps-là, vous les abandonnez pendant, je ne sais pas, 2 jours, et avec interdiction faite aux parents de ne pas toucher à ces corps, vous revenez, parfois vous brûlez les maisons, vous détruisez les motos, et vous vous emparez du corps pour le faire disparaître. Après, il me dit, mais c'est quoi cette affaire? De confisquer même les corps des personnes que vous avez exécutées. Mais là, je commence à comprendre que derrière, il doit y avoir autre chose, un commerce qui se fait. Il y a un trafic très important. Le Congo, je peux dire, est cité parmi ces trafiquants. Sassou lui-même est cité parmi ces trafiquants. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait arriver à analyser autrement. Par exemple, comment ça s'appelle oui. Oando, vous voulez dire? Il y a un pays, moi je me rappelle quand je travaillais à la Banque centrale, qui était un pays qui produisait, enfin une région qui produisait beaucoup de cacao, beaucoup de café. Vous voyez, on faisait même ce qu'on appelait à l'époque des crédits de campagne, c'est-à-dire qu'on leur donnait l'argent pour pouvoir développer tout cela. Mais vous savez que le café et le cacao, c'est des cultures qui ont été abandonnées. Vous savez au profit de quoi? Au profit de la drogue. Oui, mais moi, je voulais insister sur cet aspect que vous venez d'évoquer, très intéressant d'ailleurs. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, c'est maintenant que je commence à comprendre pourquoi est-ce que la DGSP, après avoir exécuté ces jeunes, s'empare de ces corps, les fait disparaître. Bon, avant, je me disais, pour effacer les traces, et vous avez même bien fait de rappeler que c'est plus que ça. C'est la vente des organes, parce que vous vous souvenez, en 2020, le Congo, à Brazzaville, hein, nous sommes à Brazzaville, on est allé enterrer, je ne sais pas, dans les fosses communes, plus de 575 corps supposément abandonnés dans les morgues de Brazzaville. Ce sont au total 570 corps sans vie qui ont été abandonnés pour des raisons jusque-là indéterminées dans les morgues des hôpitaux de Makelekele, Talangaï et dans la morgue municipale de Brazzaville,
empêchant ainsi les pompes funèbres de fonctionner selon les normes requises. Après concertation à la mairie centrale, les pompes funèbres ont été visitées par la délégation municipale qui est allée toucher du doigt avec les délégués de la commission santé, affaires sociales, famille, genre et développement durable de l'effectivité des dispositifs visant l'inhumation de ces corps délaissés. Tout est mis en œuvre pour que ces corps indigents soient inhumés. Après les pompes funèbres, les autorités se sont rendues au cimetière Maïtoukou, situé sur la route nationale numéro 1 après Ngangalingolo, où le directeur des pompes funèbres municipales s'est exprimé sur l'opération d'inhumation. Il s'agit des corps abandonnés définis comme indigents. Donc nous avions au total 570 corps. Vous en aviez 44 à Talangaï, vous aviez 69 à Makelekele et vous aviez 457 à la morgue de CH. Corps soi-disant abandonnés par les familles congolaises. Bon, je sais que dans la culture congolaise, on n'abandonne pas un mort. C'était même le moment où tout le monde débourse de sa poche parce que la personne peut être malade et c'est ce que j'ai constaté malheureusement. Ben, chacun vous dira je n'ai rien, je n'ai rien. Mais le jour où il meurt, c'est toute la famille, même ceux qui ne voulaient pas débourser l'argent, déboursent. Et on nous dit que les Congolais ont abandonné 575 corps. Où gardaient-ils ces corps? De quoi ces personnes sont-elles mortes? Et pourquoi les familles les ont, soi-disant, abandonnés? Ouais. Mais maintenant, je commence à comprendre un certain nombre de choses. Probablement que c'était pour les trafics d'organes. Oui. Je dis probablement, parce que là, il faut qu'il y ait des enquêtes là-dessus. Quand le pays est en danger, il n'y a plus de domaine qui soit des domaines réservés. Ce que vous soulevez, vous voyez bien que c'est fait disproportionné. On ne peut pas, au Congo, imaginer simplement même un enfant, un bébé qui vient de mourir. Ça oblige toute la famille à se réunir. Pourtant, Et c'est vrai, vous le déplorez aussi, moi aussi. Souvent, on ne se bat pas pour sauver le malade. sauver la personne, oui, on vient. Voilà, mais une fois que la mort est là, tu peux être où tu veux, hein. Tu seras sollicité. Donc, c'est impossible. On a un rapport à la mort qui n'est pas de la plaisanterie, c'est du sérieux. Et donc là, véritablement, c'est des hommes et des femmes. Et d'ailleurs, souvent, eux, ils en parlent, pas de Maïtoukou et des autres, une fois qu'ils ont enterré. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que à travers le temps, on va déterrer tout ça pour arriver à déterminer exactement de quoi les gens sont morts. Et on verra bien qu'il y a des organes qui sont absents de ces cadavres. Donc le Congo, j'ai envie de dire, le Congo, c'est devenu un pays de chétan, comme disent les amis arabes. Ouais, c'est vraiment le pays où le diable s'est installé, où la vie humaine est en danger, totalement en danger. Vous voyez? Et la seule manière de pouvoir être sauvé au Congo, c'est de connaître la vérité. C'est la vérité qui libère. Il ne faut pas avoir peur. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas parler. Ils ont le sentiment que, comme ces jeunes à qui on disait, ils vont mourir. Nous, on nous avait posé cette question-là, on était encore en formation. Et le professeur nous posait la question, est-ce que chacun de vous peut nous expliquer ce qui lui ferait peur dans son pays? Beaucoup ont dit, si tu pars chez nous, on vient vous attraper, on vous tue. Après, il dit, mais bon, si vous avez peur, portez déjà les, les maillots de bain, allez-y à la plage parce que le journalisme, ce n'est pas votre métier. Et il dit, et ce qui était intéressant, c'est qu'après, il dit, essayez d'observer dans vos pays. C'était à Washington. Essayez d'observer dans vos pays ceux qui meurent dans les hôpitaux là, parce qu'il leur manque la quinine. Il leur a manqué certainement 100 francs CFA pour acheter la Nivaquine. Ils sont morts parce qu'ils ont mal mangé. Ils sont morts parce qu'ils avaient été pollués par tout ce qui se fait chez vous. Vous pensez que ceux-là sont morts parce qu'ils ont parlé? Et vous ne voyez pas que c'est aussi... mais franchement, c'est même regrettable que de mourir comme ça. Et vous avez peur de mourir parce que vous allez parler. Dès alors que c'est votre métier. je dis, mais au fait, mais chacun de nous finira par s'en aller un jour. C'est juste le temps et la manière qui comptent, mais sinon on s'en ira. Et donc, comme vous disiez tout à l'heure, avoir peur de parler parce que sous prétexte qu'on viendra, vous tuer, vous agresser, je crois que ce n'est pas une excuse en fait.
il y a 4 jours, oui, je crois que c'est 4 jours, un de vos confrères qui sont je crois, à Brazzaville, qui travaillent aussi à Brazzaville, me posait la question, comment se fait-il, Maître Kunku, que le pouvoir ait peur de vous? Et que quand vous parlez, je suis sûr que cette émission, ils vont la prendre, la décortiquer dans tous les sens. Ils vont analyser, décrypter tout ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Pourquoi? Mais moi, je dis simplement que depuis que j'ai commencé à prendre la parole, j'ai veillé à ce que je ne m'adresse qu'à chaque cœur, chaque Congolais, mais que je puisse parler en vérité. Il n'y a pas de parti pris dans mes propos. J'ai fait le choix de la vérité. Et c'est parce que j'ai fait le choix de la vérité qu'ils ont peur. S'ils avaient les moyens, ils ne savent jamais à quel moment je vais intervenir, mais s'ils avaient les moyens de prévenir, s'ils avaient la petite bague magique là pour dire qu'on va parler, ils sont péchés eux-mêmes. Bon. Je me rappelle quand je parlais à Afrique Éducation, ils achetaient carrément tous les numéros. Vous voyez, En fait, donc, pour empêcher les autres lecteurs de la d'entendre. rétention carbone de l'information. Voilà. Et donc, c'est pour dire que, pour moi, les femmes, ce qu'elles ont fait, c'est un acte que j'applaudis énormément. Et vous voyez bien, ce sont des femmes qui ont fait cela. Est-ce que les hommes le feraient? C'est la question qu'on se pose. Mais ces femmes, elles savent que leur enfant est perdu. Il ne reviendra jamais. Parce que ça me fait penser à la députée Claudine Munari qui disait « Mais nos hommes, là, ne servent à rien. Les hommes congolais, vous ne servez à rien. » Voilà. Bon, bref, c'est juste une petite parenthèse. Donc, je n'ai pas le temps de se moquer aussi des hommes congolais. Je sais qu'il y en a des courageux. Je les ai vus sur le terrain aussi. Hein. Mais Maître Nkunku, on va donc vers la fin de cette émission. Alors, quand vous observez tout ce qui se passe au Congo, avec bien sûr les derniers accrochages qui ont lieu au pôle des GSP et les éléments de Ntoumi. Oui, à Dolisie, oui. Donc ça s'est passé dans le pôle à Mindouli, voilà, à Mindouli. Il y a eu des morts, évidemment, accrochage entre DGSP et les éléments de la DGSP et voilà les éléments de Ntoumi armés, bien sûr. Après, je me posais la question de savoir pourquoi on envoyait la DGSP là-bas, alors qu'il existe l'armée, il existe la gendarmerie, la police, qui sont voilà des corps bien reconnus légitimement pour assurer le maintien de l'ordre public. Là, on envoie encore la DGSP. Et pendant qu'on envoie la DGSP, nous nous rappellerons que Denis Sassou Nguesso avait avoué, je l'ai dit d'entrée de jeu, il avait ordonné une opération dans le pôle avec succès menée par la même DGSP. Une fois qu'on a déclaré comme ça, et que dans 2 matins, qu'on envoie encore la même unité dans ce département, je pense que là, il y a même, c'est intentionnel, là, qu'est-ce qu'ils veulent faire concrètement? Est-ce que on est là dans le prolongement, comme je disais, bien sûr, du génocide ou le plan Moébara? Oui, mais votre déduction, elle est tout à fait légitime, d'autant qu'elle est fondée par des faits. Il faudrait savoir que des fameux DGSP, comme j'ai dit au début, étaient déjà là quand ils ont commis le génocide que j'ai dénoncé. Puisque maintenant, ce n'est même plus une intention, c'est Sassou lui-même qui vient, comme on dit à Tutintolo, qui est venu pour dire mais c'est moi qui ai envoyé, c'est moi. Mais en fait, j'ai l'impression que ces gens, c'est des alcoolos. Hein. C'est quelque chose qui est grave. Ils ne mesurent pas ces propos qui tiennent publiquement. Maintenant, nous savons que c'est lui qui a envoyé. Vous voyez, les cobras ont existé dans ce pôle. Lui-même, il dit, quand il y a eu la fameuse crise, j'ai envoyé la DGSP. Et avec succès. Le succès, c'est quoi? C'est qu'on a tué les gens, comme je disais. Maintenant, il y a des gens qui demeurent en forêt. Il y a des femmes qui ont été violées. Et donc, ce n'est plus des choses à démontrer, puisque c'est... Des centaines de villages rasés. Oui, c'est des aveux. Des aveux véritables. Donc là, quand ils repartent là-bas en tant que DGSP, mais ils ne font rien d'autre. Ils savent eux-mêmes où sont les autres milices, où elles sont. Vous voyez?
Et ils savent eux-mêmes l'élément de complicité de Toumi. Moi, souvent, je reçois des appels de pied pour que je soutienne Toumi. Non, Toumi, je ne peux pas le soutenir. D'abord, il a détruit mon village, Soumouna, ça, c'est une autorité publique. Mais deuxièmement, depuis le début, c'est un fou qui a été au service de Sassou. Donc, nous sommes dans une situation de continuité et du génocide. En fait, là, on touche, avec la menace de Oboa mise en exécution, on touche, disons, le côté phénoménal du génocide énoncé par Mouebara, le plan Mouebara. Donc, en fait, Sassou est venu pour détruire le Congo. Sassou est venu pour détruire le Congo. Sassou est venu pour que le Congo n'ait plus d'avenir. Comme on dit, après moi. C'est le déluge, comme on l'a toujours entendu, et ça peut même se confirmer parce que les éléments qui ont été envoyés dans le pool, moi j'insiste là-dessus, ça n'a rien de tribaliste en là-dedans, mais c'est parce que je veux comprendre un certain nombre de choses. Lorsque j'ai vu les vidéos, les jeunes qui s'exprimaient, les jeunes de la DGSP qu'on a attribué à la DGSP, mais quand j'essaie de comparer les uniformes, ceux qui opèrent dans les villes et ceux qui étaient dans le pool, les images existent encore, vous verrez bien qu'il y a une différence. Et ces jeunes qui s'expriment en lingala, bon, ce n'est pas une langue, voilà, c'est pas un privilège pour un département, mais la plupart de ces jeunes sont originaires du même coin que Sassou Nguesso. Oui. Et ils ont été conditionnés, formés, à haïr les compatriotes de la partie sud. Ça n'a rien, je répète, ça n'a rien avec le tribalisme. Mais je veux comprendre la psychologie de cette opération. Quand vous avez conditionné ces jeunes, vous leur avez dit que les autres sont vos ennemis, que vous les envoyez dans ce département, je crois qu'il y a un problème. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Congo mais vraiment est plus qu'en danger maintenant. Oui, mais ce que vous avez dit, vous n'avez même pas besoin de présenter des excuses. Non, mais je sais que les gens viendront pour commenter ce qu'ils veulent, alors que ce sont les faits qu'on est en train d'analyser ici. Comment ça s'opère, en fait. Lorsqu'il a fait son coup d'État en 1977, il a dit les Bakongo Babomi Ngwabi. C'était pour, en fait, mettre une cible dans le dos de cette partie du pays. Et lorsqu'il va attaquer Pierre Onga à Owando, à Konongo, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les unités de l'armée constituées des compatriotes de la partie sud pour aller traiter Owando. Comme pour vous dire, vous savez que, bon, voilà, eux, ils vous ont rendu voilà, la vie difficile en telle période. Maintenant, c'est votre tour. Vous voyez comment Sassou Nguesso divise les Congolais? Ben oui, mais de toutes les façons, c'est sa démarche. Mais comme on disait tout à l'heure, je disais Chikabango Baloba, c'est rien ça. Oui. De toute façon, nous sommes entrés dans la phase de vérité pour le Congo. Il faut bien retenir cela, la vérité pour le Congo. Et ce n'est que parce que nous allons parler la vérité pour le Congo que le Congo sera sauvé. Et il faut que l'esprit de vérité descende sur le Congo. Donc, quand vous regardez ces jeunes qu'on envoie, moi que j'ai vu, à l'époque j'étais seul à pouvoir le dénoncer, ces jeunes qu'on envoyait à Soumouna, c'est des jeunes qui sortaient de Tchambicho, vous connaissez cela. C'est des sacrifiés en plus, on dit, allez-y, eux ils peuvent mourir et puis il n'y a pas. Bien sûr, et non seulement il y a cela, je crois qu'il y a même des slogans qui circulent, hein. Boma Mokongo Chikanyoka, c'est-à-dire que le Mukongo est plus dangereux que le nyoka, le serpent. Tue le serpent, non, tue le Mukongo, mais laisse le serpent partir en liberté. Donc, on a quelque chose qui est très grave. Et cette conscience, elle est alimentée par le fait qu'il y a beaucoup d'argent qui circule entre les mains de Sassou, l'argent du pétrole, ainsi de suite, et qu'il peut dépenser là-bas pour asseoir cette conscience qui soit une conscience qui dénigre l'esprit national. Donc,
quand ils envoient des gens à Mindouli et qu'ils savent bien que il y a là-bas, il y a des jeunes qui sont blessés par ce qu'ils ont déjà vécu. Tout Et à quand fait. en plus, ils arrivent là-bas, ils utilisent quand même des provocations. Ils brûlent les motos. Mais pour un villageois, une moto, c'est beaucoup. C'est un gros investissement. Et puis en brûlant les motos, ça signifie qu'on rend toute poursuite de la partie adverse qui devient inefficace. Donc, ils ne vont pas là-bas avec un esprit apaisé. Au contraire, Non, pas ils y l'esprit vont. apaisé, parce qu'on a entendu quelqu'un dire, on va vous proposer cet extrait. Il y a un de ces éléments de la DGSP qui dit Tokosili Sabango. Ben Tokosili oui. Sabango. Là, on a traité Mindouli. Hein. Yala ni moke, bayani moke. Aussi ça là-bas. Voilà, Maître Nkunku, lorsqu'on a de tels propos tenus par des éléments envoyés par la DGSP, dans une zone où on sait que c'est une zone à problème, il y a déjà eu des précédents. Je crois que là, il y a un problème. Est-ce qu'on peut encore continuer à penser à l'élection qui arrive de mars 2026? Mais Ouais, cette élection, ils l'ont programmée, il n'a qu'à venir. Mais il faudrait, c'est Mitterrand qui parlait de coup d'État continu. Je crois qu'il faut, dès à présent, moi je lance le slogan d'un coup d'État continu jusqu'à ce que ce pouvoir tombe. Est-ce que ça se passera avant mars? C'est une bonne chose. Et ça se passera après mars? C'est aussi une bonne chose. Mais il ne faut plus que ce pouvoir puisse avoir une pérennité. Parce que, non seulement le Congo, ils ont le sentiment qu'ils font des choses qui ne sont pas vues de l'extérieur, mais c'est des choses qui sont vues de l'extérieur. Moi, je vois, il y a beaucoup de gens même qui proposent de l'aide en disant, mais ce pouvoir, il fait la honte. C'est la honte. Donc, pour dire que ce pouvoir doit tomber, coûte que coûte, il faut qu'il tombe. Il faudrait même plus ancrer en nous la logique des élections, puisque de toute façon, c'est pour avoir les mêmes résultats, les mêmes effets. Mais il faut entrer dans une logique de fin de pouvoir. On va donc terminer, Maître. Je pense que vous, en tant qu'avocat et vos confrères, vous avez là de la matière pour sauver les Congolais. Si déjà au niveau politique c'est très compliqué, au niveau voilà du pays c'est très compliqué, vous qui êtes voilà des juristes, des avocats, vous avez de la matière là. Oui, malheureusement, sauf quelques Congolais, beaucoup d'avocats confrères qui sont des brillants confrères. Souvent c'est le docteur. Beaucoup d'avocats ont peur d'intervenir, comme on disait tout à l'heure. Ça peut s'expliquer ça. Mais c'est comme l'histoire du maillot de bain. Hein, quand on vous disait, en tant que futur journaliste, je disais là-bas à Washington, ils pensent à cela. En tant que journaliste, quand on vous disait, mais prenez votre maillot de bain, ne continuez pas le cours. Oui. Donc c'est pareil. Hein. Il y a aussi des avocats qui seraient mieux de prendre leur maillot de bain. Pour aller à Dieu alors. Au piano. Voilà. Mais par contre, ce qu'il faudrait bien comprendre, c'est que au niveau international, la cause congolaise est devenue une cause prééminente. C'est peut-être ça. C'est ce qui fait que quand les femmes se mettent dans la rue, le pouvoir a peur, le pouvoir tremble. Les propos tenus, c'est vraiment des propos, comment je peux appeler ça, des propos dénués de tout sens, même tout sens, simple, le sens humain. Vous voyez? Si vous défilez encore, vous allez suivre le chemin de vos enfants. Ça signifie que les enfants n'ont pas été tués sur le fondement du droit, mais ça signifie qu'on a voulu les tuer.
Donc vous aussi, nous voulons vous tuer. Mais comme ils savent bien qu'au niveau international, cela est impossible, eh bien, ce qu'ils font, comme on dit, le chien aboie. Hein. Vous voyez, ils aboient. Voilà. Mais il faut absolument, vraiment, je conseille et je sollicite les communautés internationales des femmes qui les appellent à venir au secours des femmes congolaises. Et je sais que j'ai envie de dire, au moins 70% de l'intelligence internationale est parmi les femmes actuellement. Et les instruments que nous avons, les outils qu'on a, non seulement l'IA, mais également tout ce qui existe, ce sont des outils qui permettent de délocaliser un conflit. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à Pointe-Noire ne va pas se... Il faut diffuser ces images, monsieur Perrin, et que les femmes du monde s'en emparent. Et vous allez voir que cette même les fameuses élections n'arriveront pas. Parce que les femmes dans le monde sont très courageuses. Elles sont plus courageuses que les hommes. Mais il faudrait qu'on ait des femmes, un peu comme on disait avant, des femmes trop fâchées. Il faut qu'on ait des femmes trop fâchées. Et ces femmes-là, quand elles prennent la cause, elles ne s'arrêtent pas. Il faut que la femme congolaise, moi je l'applaudis, comprenne que l'enfant qu'on leur a enlevé ne reviendra jamais. Et j'ai envie de courage. Les femmes sont beaucoup plus courageuses parce que c'est ce que je suis en train de noter. Hein. Bon, nous avons l'obligation de protéger nos sources, mais bon, ce que je vais dire, ça n'expose personne, c'est que de plus en plus, ce sont des femmes, c'est beaucoup plus des femmes qui nous appellent pour nous rapporter ces crimes, leurs enfants qui sont tués, les innocents et autres. Et quand on dit, mais est-ce que papa ne peut pas expliquer? Non, 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 papa a peur, il est même loin du téléphone. Et parfois, vous l'entendez dire, non, 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 moi, je ne veux rien savoir avec... C'est les femmes qui sont au devant de la scène, qui prennent cette situation en main parce que, évidemment, et je comprends, parce que c'est elles qui souffrent, qui portent ces enfants pendant 9 mois en train de l'éduquer après sa naissance et tout ce qui y va. Les hommes ont beaucoup plus peur. On ne sait pas pourquoi. Et c'est comme je disais tout à l'heure, ça ne s'explique pas. Mais évidemment, les femmes congolaises sont courageuses. Et je suis en train de le noter ces derniers temps. Oui, oui. Mais ce qui serait bien d'ailleurs, moi, ces femmes peuvent me contacter, je les mettais en relation avec des médias dans lesquels j'interviens, comme Toxin, ainsi de suite, vous voyez. C'est pour dire que la situation, elle est explosive maintenant. On n'a plus le temps d'écouter les hommes qui vont se mettre, comme on dit, sous la table pour dire, surtout ne m'appelez pas. Hein. Mais ils n'ont qu'une vie, ces hommes-là. Il faut arrêter. Aucune dignité, oui. Aucune dignité. Donc, ces femmes, moi, je les encourage. Il faut qu'ils puissent mettre en route peut-être le processus qu'on appelle ça, c'est-à-dire d'identification des personnes qui vont porter cette cause-là à travers le monde. Puis entrer en relation avec peut-être leurs sœurs ou leurs cousines qui sont en dehors du pays. C'est en dehors du pays qu'il y aura l'expansion de cette cause. Il ne faut pas que ces femmes se fassent arrêter par ces menaces ridicules. C'est des menaces ridicules venues de quelqu'un qui a, auparavant, quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui a peur. Si la guerre arrive, si la vraie guerre arrive, vous allez voir, il y a beaucoup de généraux congolais qui vont faire sur eux-mêmes. On les a vus comment ils ont fui à Kimongo, là, on en parlait avec un invité ici. On vient attaquer Kimongo, on tue le chef de village et son secrétaire. Non, 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 l'armée congolaise est ailleurs, même pas une déclaration. Après, on peut vous raconter des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Mais en tout cas, merci maître Dominique Nkunku d'avoir été avec nous. J'espère que le message est très bien passé, que les femmes vous ont entendu, vous ont écouté. Et évidemment, il y a des organisations qui travaillent dans ce sens, qui pourraient être évidemment en contact avec vous pour la suite. Parce qu'il faut évidemment aider ces femmes qui ont déjà pris ce courage. Bon, quant aux hommes, j'espère qu'ils bougent encore un peu. Ils vont se réveiller.
Mais je voudrais aussi insister avant de finir, Je vous en prie. M. Perrin, sur votre travail. Sur votre travail. Parce que c'est un travail ingrat. Parce que je sais que parfois on tente de procès contre vous. Ainsi Tout de à suite. fait, oui. Tout à fait. Donc, On en a même un là. voilà, il y a un qui est en circulation, alors que les faits démontrent que vous n'avez parlé que sur le fondement des faits. Donc, moi, je dirais, votre travail, il y a un cantique chez l'Ingréso, je crois, qui dit que le travail que vous faites, ce n'est pas un travail Ce n'est pas un travail vain, ça vain. ça Voilà. portera. Et puis, Et parlez, et diffusez l'information. Et votre information va plus loin que vous ne pouvez imaginer. Va plus loin que vous pouvez imaginer. Donc, soyez réconfortés. Soyez réconfortés, comme je dis aussi aux femmes, levez-vous, ôtez la main. Donc, soyez réconfortés. Vous êtes porteur d'une parole qui est devenue très crédible dans le monde. Je suis même dans votre monde journalistique. Donc, ayez confiance. Ayez confiance. merci beaucoup, Maître. Je suis très ravi donc de vous avoir eu sur R7. Vous avez raison. La parole, comme qui dirait, est une énergie. Faire taire, en fait, arrêter la parole, c'est faire taire les consciences. Parce que pour faire prendre conscience à l'humanité, il faut communiquer. Ça commence par la parole. Et c'est la parole, évidemment, c'est une force, je sais, redoutable et souvent redoutée par surtout les régimes totalitaires. Nous n'avons que cela comme force, comme arme. Nous parlons, nous discutons, nous échangeons par les arguments et nous souhaiterions que les autres aussi viennent se défendre au lieu de venir insulter, de brandir les armes. Voilà. En tout cas, merci, Maître. Merci à vous. Surtout, ne dites pas, nous n'avons que la parole. Nous avons la parole. Merci pour cette précision. Vous savez bien, bibliquement, il est dit qu'au commencement était la parole. Et la parole s'est faite chair. Voilà. Donc, au commencement de la révolution congolaise, je dis bien révolution, est la parole. Et c'est maintenant que vous avez une belle initiative avec ceux avec qui vous travaillez, ils sont devenus des amis à moi. Oui. C'est maintenant que le Congo s'est emparé de la parole, de la diffuser. Il fut un temps, à l'époque du pardon de Kinganga, il fallait aller prendre la voie de la révolution. Les stations radio et télé. Voilà. Donc, mais vous êtes, il suffit d'un déclic, vous êtes entendu par le monde entier. Je dis bien le monde entier. Prenez conscience de ça. Et ayez des relais dans le monde entier. Et la puissance de la parole, vous la verrez se manifester. Merci. La parole des femmes. Merci beaucoup. Merci, Maître. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir accompagnés, surtout de votre fidélité, votre confiance. Cliquez sur le petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Partagez, aidez-nous à partager cette émission. Et vous nous direz ce que vous pensez, dites-nous vos opinions, ce que vous pensez du sujet que nous avons évoqué avec Maître Dominique Nkunku. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci.